groupe logement, donc je vais essayer d'être assez bref, donc 5 idées, mais sur ces 5 idées, il y en a 3 qui contribuent de la richesse et 2 qui contribuent du rejet. Parce qu'effectivement, quand on parle logement, les deux se mélangent et la richesse et le rejet s'intègrent l'un à l'autre, en quelque sorte. Alors, première idée, dans la richesse, c'est la richesse de l'urbanisme. C'est-à-dire que le logement ne peut pas être conçu tout seul s'il n'y a pas un urbanisme de qualité. C'est-à-dire que la richesse qui est apportée, c'est à la fois le bâti, mais c'est aussi le non-bâti. Ce sont tous les espaces verts de l'urbanisme que l'on apporte à la métropole et dans la richesse de la métropole. Et on a beaucoup parlé en particulier de la coulée des Jalles, qui est donc dans la zone agricole traditionnelle de l'agglomération de Bordeaux, qui va depuis Saint-Médard jusqu'à la Garonne. Effectivement, pour les élus, ça a été un combat permanent pour essayer que cette zone, et pas seulement la zone inondable, mais un petit peu plus quand même, soit protégée de l'urbanisation, et que ça reste un poumon vert. Et en même temps, les communes sont sans cesse obligées de se battre pour ne pas ouvrir des espaces à l'urbanisation de manière anarchique. Bon, ils ne peuvent pas faire du lotissement à tout va. Sinon, c'est plus de la qualité urbaine. Et c'est plus de la qualité de l'urbanisme. Deuxième idée dans la richesse, c'est l'évolution de la famille. Alors, on a beaucoup parlé que le périurbain n'était pas adapté à l'évolution de la famille. Et en particulier que lorsque les personnes deviennent âgées, elles ne peuvent plus, entre guillemets, vivre dans le périurbain. Bon. Alors, on a beaucoup parlé justement de savoir comment les anciens bourgs et la structuration des services dans ces anciens bourgs autour de la métropole et dans le périurbain de la métropole pouvaient aider justement à rester sur place. Et là, on s'aperçoit qu'effectivement, beaucoup de personnes âgées qui étaient dans des pavillons et qui laissent tomber leurs pavillons vont dans des appartements du centre-bourg parce qu'elles ont une qualité de vie et le logement est indissociable de cette qualité de vie. Et effectivement, toute la richesse associative du réseau culturel, du réseau social qu'on a construit pendant toute sa vie, c'est indispensable et indissociable du logement. Troisième idée, un petit peu reçue, c'est de dire qu'effectivement l'aspiration des habitants du périurbain, c'est le pavillon et qu'on puisse faire le tour de sa maison par le jardin. Bon. Or, lorsque on s'aperçoit par des expériences qui existent dans beaucoup de communes périurbaines, que lorsque les formes architecturales et la qualité des matériaux sont au rendez-vous, qu'il y a effectivement des créations, non pas de lotissement, mais de recréation de villages, ça marche très bien au niveau commercial, que ce soit au niveau de la vente ou de la revente, mais à condition qu'effectivement cette qualité existe. Et bon, on avait l'exemple de Saint-Médard, sur lequel il y a une charte environnementale et architecturale, mais où c'est un combat de tous les jours, ce que disait l'adjointe au maire, un combat de boxe avec les promoteurs, pour qu'effectivement il y ait une intégration de ce nouvel urbanisme dans l'urbanisme existant. Donc lorsque la qualité existe, il n'y a pas de problème commercial. Et ce n'est pas uniquement le pavillon qui est recherché, le reste marche très bien aussi quand la qualité est au rendez-vous. Alors après, il y a des idées de rejet. Psychologique ou pas, je ne sais pas. Je vous laisse apprécier. Un exemple sur Bordeaux, là encore, toute la zone urbaine qui se construit entre le lac et les bassins à flot, c'est une zone considérée comme une zone de surdensité où on ne voit pas, on n'appréhende pas comment la qualité de vie urbaine peut se mettre en place. Et c'est un exemple de rejet psychologique. Enfin, psychologique ou pas, je ne sais pas, mais en tout cas, manifestement, une zone de surdensité construite de cette manière-là fait office de rejet, et les gens qui voient ça disent « Ah ben non, ça c'est vraiment la ville affreuse, c'est plus la banlieue moche, c'est la ville affreuse, et on va ailleurs ». Et deuxième idée, dans l'idée du rejet également, c'est comment intégrer les jeunes et les jeunes couples dans la métropole. Les problèmes de location hors de prix dans la métropole découragent les jeunes qui, dans ce cas-là, préfèrent aller acheter un petit pavillon ou une petite maison dans le périurbain parce que finalement ça coûte moins cher en mensualité que la location. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? On ne sait pas très bien, mais en tout cas c'est quelque chose qui fait rejeter la ville vers le périurbain. Alors est-ce qu'il faut des mesures incitatives? Alors en plus avec une qualité souvent de location qui est à désirer, donc est-ce qu'il faut des mesures incitatives vis-à-vis des propriétaires pour rénover le logement? Est-ce qu'il faut des mesures incitatives au niveau du prix des locations? En tout cas, c'est un gros problème qui manifestement fait partie de ce rejet. Alors, Michel Dussault, sur tout ça, il y a beaucoup de choses. Oui, en 2 mots. Il y a beaucoup de choses. Pour aller très vite, d'abord insister sur le fait que, incontestablement,
l'exigence de qualité doit guider toutes les interventions périurbaines et urbaines d'ailleurs. Et qu'il me semble que cette question est une vraie question collective. Dans une certaine mesure, ce n'est pas simplement la question du promoteur et des pouvoirs publics. Parce qu'on peut très bien envisager que, situation par situation, on essaie d'objectiver entre cohabitants ce qui fait cette qualité urbaine. Et on l'a d'ailleurs déjà fait, et on l'a d'ailleurs testé, et on voit que c'est tout à fait intéressant. Et comme vous dites, ça c'est prouvé dans les milieux périurbains, mais aussi dans les milieux urbains denses. Hein. En fait, les habitants, quel que soit leur âge, sont assez prompts à choisir des formes plus denses que l'habitat individuel, non mitoyen, à partir du moment où les espaces intérieurs sont généreux et où sont bien traités architecturalement les problèmes de covisibilité. Voilà. Une des questions les plus il y a deux choses qui reviennent dans les enquêtes de nuisances urbaines, hein, je l'ai dit. Il y a le bruit. Bon. Alors le bruit c'est un peu ennuyeux parce que tous les architectes, promoteurs et constructeurs vous le diront. On sait très bien faire du logement thermiquement efficace, mais les ponts sonores sont plus compliqués à traiter que les ponts thermiques. On sait faire aujourd'hui des ruptures de ponts sonores, on sait le faire, c'est techniquement possible, les architectes et les ingénieurs ont développé des solutions, il y a des pays où on le fait systématiquement, mais ça a un énorme désavantage pour les constructeurs et les promoteurs, c'est assez compliqué à mettre en œuvre et ça coûte très cher. Enfin, ça coûte relativement cher, mais on sait le faire. On peut vous faire de l'habitat collectif de très grande hauteur avec des ponts sonores qui font que vous n'entendrez absolument pas votre voisin du dessus. On sait le faire. Donc, l'Hackathon et Vassal, à Bordeaux, d'ailleurs, ont déjà travaillé sur ces questions-là. Donc, cette question est importante et elle devrait être réintégrée dans une réflexion qui est trop peu menée en France, qui est une réflexion sur le coût de la construction, ce qu'on appelle l'économie de l'habitat. En fait, c'est quelque chose de relativement opaque que la question du coût de l'habitat. Demandez à n'importe qui, en fait, quand vous achetez 100 000 € de mètre carré construit, qu'est-ce qui coûte quoi? Combien y en a-t-il dans le foncier? Combien dans le foncier y en a-t-il dans la viabilisation? Combien y en a-t-il dans les fondations? Combien y en a-t-il dans le gros œuvre, dans le second œuvre? En fait, on sait très peu de choses. Et même les constructeurs sont parfois un peu en délicatesse pour objectiver leur prix, ce qui donne d'ailleurs, quand vous êtes élu et dans une commission d'appel d'offres, ça donne souvent des moments de grand amusement, c'est-à-dire que de très grands constructeurs ne sont pas capables de répondre à certaines questions. L'économie de la construction en France est quelque chose de trop mal connu. Or, si vous voulez promouvoir la qualité, il faut être capable de la chiffrer. Parce que moi, je suis sûr qu'un certain nombre de gens seraient d'accord pour surfinancer la qualité. Mais il faut qu'ils sachent combien ça représente. Et à quoi ça correspond. Alors, rapidement, les 12 points, parce qu'il y a une dame qui attend depuis tout à l'heure. Rapidement, un autre point. Très rapidement. Je ne reviendrai pas sur il ne faut pas construire du lotissement à tout va, c'est pourtant ce qu'on a fait. Et vous savez qu'en France, on est quand même un pays assez étrange, parce qu'on dit qu'il y a une crise de logement depuis 30 ans, on a construit beaucoup de logements, on a un nombre de logements par habitant qui est supérieur à des autres pays voisins, et pourtant il y a toujours de la crise du logement. En fait, c'est le marché du logement qui est pas mal. Le marché est inflationniste parce qu'il est spéculatif, et il est spéculatif parce qu'il est inflationniste, et il est inflationniste et spéculatif tant sur le locatif que sur l'achat. Ce qui fait que vous avez effectivement aujourd'hui, et de plus en plus, une large part, certains groupes sociaux qui ne sont plus en mesure d'accéder au marché locatif ou en achat dans certaines zones urbaines. Et dans les grandes métropoles, ça devient extrêmement problématique. Prenons un cas, un couple d'enseignants et d'universitaires parisiens, il y a 35 ans, pouvait habiter un logement familial avec 2 enfants, une chambre pour chaque enfant, dans Paris. Il y a 35 ans. Ça n'est plus possible aujourd'hui.
Vous prenez même un couple, on a fait les tests, même un couple d'universitaires, de professeurs d'université, c'est-à-dire des gens qui ont quand même des revenus parmi le décile supérieur des revenus français, ils ne sont plus capables d'acquérir en propriété un logement familial, et aujourd'hui un 80 mètres carrés dans les arrondissements du centre de Paris peut aller jusqu'à se louer 2500 à 3000 à 3500 euros par mois. Ça veut dire que ça n'est plus accessible à une partie de groupes sociaux qui ne sont pas les pauvres. Donc nous avons un marché du logement qui dysfonctionne, et là le périurbain n'y peut pas grand-chose, sans doute en tout cas à lui tout seul, mais c'est une grande cause nationale que cette question-là. Retrouvez et suivez le C2D sur son site internet et les réseaux sociaux.